L'espace est vaste, sombre et vide. Tellement vide. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce une sphère? On dirait bien que oui, quelque chose comme une bulle de savon qui flotte dans l'espace. Zoom avant, un peu plus. Vous voyez ces gens à l'intérieur? On dirait des fourmis qui vont et viennent, vaquant à leurs affaires. Il y en a un qui cultive, un autre qui travaille dans un laboratoire. Mais qu'est-ce donc que cette hallucination de science-fiction? Tout ça n'est pas très réaliste, mais ça pourrait l'être un peu plus. En ce moment même, Max Space travaille sur des habitats spatiaux gonflables qui pourraient rendre possible, et peu coûteuse, la vie dans l'espace. Le plus grand habitat serait aussi vaste qu'un stade de sport. Ils ont déjà présenté leur projet, et ils affirment que ces habitats pourraient permettre à l'humanité de quitter la Terre un jour prochain. Selon l'un des fondateurs, il n'y a pas assez d'espace de vie dans l'espace. Il nous faut rendre ceci beaucoup plus grand et surtout moins cher, sinon nous n'irons pas très loin dans l'exploration spatiale. Ces habitats extensibles sont donc une idée de génie. Au départ, leur taille réduite leur permet de tenir à l'intérieur d'une fusée. Mais une fois dans l'espace, ils se gonflent, et un espace de vie beaucoup plus vaste est créé. L'un de ces habitats, mettons d'environ 100 mètres cubes, coûterait beaucoup moins cher à fabriquer qu'un module métallique traditionnel de la même taille. À titre de comparaison, l'ISS dispose d'environ 388 mètres cubes d'espace de vie. Cette invention représente donc un progrès. Des habitats spatiaux de ce genre existent déjà. Une entreprise appelée Bigelow Aerospace a lancé 2 modules de test, Genesis 1 et Genesis 2, dans les années 2000. Et un autre module, appelé Beam, est attaché à l'ISS depuis 2016. Malheureusement, Bigelow a fermé en 2020. Mais Max Space pousse aujourd'hui cette technologie à un niveau supérieur. Ils utilisent un tout nouveau design, et leurs habitats s'étendent de manière fiable et à une bien plus grande échelle. Ils prévoient de les tester dans l'espace dans peu de temps. En 2026, ils enverront un module de la taille de 2 valises sur une fusée SpaceX. Une fois gonflé, il offrira environ 20 mètres cubes d'espace pressurisé. Ils ont déjà construit un prototype grandeur nature pour le tester sur Terre et sont en train de réaliser le modèle final, celui-ci destiné à l'espace. Bien que ce premier modèle spatial ne soit pas destiné à accueillir des personnes, il disposera de la même solidité et des mêmes capacités de protection que les habitats prévus pour accueillir des êtres humains. Des colonies sur la Lune et sur Mars, des habitats flottant dans l'espace, tout semble aujourd'hui s'articuler autour de l'exploration spatiale. La NASA, en collaboration avec les agences spatiales du Canada, du Japon et d'Europe, travaille sur le programme Gateway. Il s'agit essentiellement du projet de construction d'une station spatiale qui orbitera autour de la Lune. Pendant ce temps, les milliardaires s'activent à imaginer des colonies sur Mars et sur Vénus, et ils lancent même des projets de tourisme spatial. Si ces idées fonctionnent un jour, elles constitueront nos premiers pas vers une vie dans l'espace. Mais voici le problème. Si nous voulons survivre là-haut à long terme, nous devons comprendre comment faire des enfants dans l'espace. Doit-on procéder de manière naturelle? Allons-nous commencer à utiliser des technologies spéciales? La reproduction dans l'espace est extrêmement compliquée et les plus grands défis sont les radiations et la gravité. C'est là qu'intervient Spaceborne United, une entreprise néerlandaise. Ils cherchent des solutions à ce problème. Ils ont construit un minuscule incubateur FIV et embryonnaire prêt à être testé dans l'espace. Récemment, ils l'ont laissé tomber d'environ 19 km au-dessus de la Terre pour voir comment le rayonnement affecte les matériaux organiques. Le PDG de Spaceborne United a expliqué que leur objectif est de savoir si la conception et le développement précoce d'embryons est chose possible dans l'espace. Si nous souhaitons un jour nous installer sur Mars ou sur d'autres planètes et rendre ces colonies entièrement autonomes, nous devons résoudre ce problème de reproduction. Par exemple, Mars a bien moins de gravité que la Terre, et personne ne sait si ce sera suffisant pour que des embryons se développent correctement. Spaceborne United étudie comment une gravité partielle, comme celle de Mars, pourrait affecter le développement d'un organisme. Il est encore trop tôt pour parler de résultats, mais nous avons commencé à avancer dans cette direction. Il y a donc bien sûr le problème de la reproduction humaine dans l'espace, mais qu'en est-il des autres organismes terrestres, comme les plantes? La photosynthèse a eu un impact massif sur la planète. Lorsque ces organismes ont commencé à utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie, cela a déclenché ce que l'on nomme le grand événement d'oxygénation. L'atmosphère a été remplie d'oxygène, ce qui a permis à la vie multicellulaire de se développer et à former la couche d'ozone,
qui nous protègent des rayons UV. Grâce à cela, la vie est passée des océans à la terre ferme. Mais comment les plantes pousseraient-elles sous la lumière d'autres étoiles? Notre Soleil est une étoile de type G, soit une naine jaune. Nous nous disons que c'est tout à fait ordinaire, mais en réalité c'est plutôt rare. Seulement environ 7 à 8% des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, lui ressemblent. Et comme la plupart des étoiles ne sont pas comme notre Soleil, les scientifiques qui étudient les planètes habitables se concentrent sur des types plus communs. Les étoiles naines K, par exemple, sont plus petites que notre Soleil, environ 50 à 80% de sa masse totale. Mais elles sont plus stables et durent beaucoup plus longtemps, jusqu'à 70 milliards d'années, comparées aux 10 milliards de notre astre. Cela représente pas mal de temps en plus pour que la vie évolue. Malgré ça, les chercheurs se sont souvent concentrés sur les naines M, ou naines rouges. Ce sont les étoiles les plus courantes, mais elles posent quelques problèmes. Par exemple, des éruptions fréquentes. Lors d'une étude récente, des chercheurs ont simulé la lumière d'une étoile naine, K, afin d'observer la réaction de deux organismes photosynthétiques. Ils ont choisi le cresson, une plante à croissance rapide, souvent utilisée dans les salades, et les cyanobactéries, un micro-organisme résistant capable de survivre dans des conditions extrêmes. L'objectif était de savoir si la photosynthèse fonctionnerait sous la lumière d'une telle étoile. Ensuite, ils ont mis des graines de cresson dans 3 conditions différentes: lumière du soleil, lumière simulée de naine K et absence de lumière. Les plantes sous la lumière du soleil et la lumière de naine K ont poussé de manière similaire, et les graines sous lumière de naine K ont même germé un peu plus tôt et avaient des feuilles légèrement plus grandes. Cela signifie que les plantes pourraient potentiellement prospérer sous cette lumière, et ce tout aussi bien que sous notre beau soleil. Les étoiles naines K semblent donc pouvoir créer un environnement parfait pour d'éventuelles planètes habitables. Contrairement aux naines M, elles n'ont pas d'éruptions intenses pouvant nuire à la vie, et leurs zones habitables sont suffisamment éloignées pour que les planètes ne soient pas bloquées en rotation synchrone, ou verrouillage par effet de marée. Les naines K deviennent également propices à la vie plutôt que les naines M, car leur rayonnement nocif diminue nettement plus rapidement. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Et si la vie n'avait pas du tout besoin de planètes pour se développer? C'est l'idée que 2 scientifiques de l'Université d'Édimbourg souhaitent que nous considérions. Nous avons toujours supposé que les planètes sont essentielles à la vie, parce qu'elles fournissent les conditions nécessaires: de l'eau liquide, des températures et un taux de pression qui la conserve dans cet état, et une protection contre les radiations nocives. Mais si la vie pouvait créer elle-même ces conditions dans l'espace? Les chercheurs suggèrent que les écosystèmes pourraient générer et maintenir eux-mêmes les conditions dont ils ont besoin, et ce sans planète. La vie créerait des barrières et des structures pour maintenir l'eau à l'état liquide, laisser passer la lumière pour la photosynthèse, bloquer les rayons UV nocifs, et même maintenir une pression et une température appropriées, et tout cela dans l'espace, loin de toute planète. Ces barrières pourraient fonctionner dans des régions situées entre 1 et 5 unités astronomiques du Soleil, ce qui inclut des zones proches de la Terre et de Mars. La gravité et les planètes pourraient ne pas être nécessaires à l'obtention d'environnements stables. Les systèmes biologiques seraient capables de faire le travail eux-mêmes. La Terre est un habitat parfait pour la vie non seulement parce qu'elle possède de l'eau et une atmosphère protectrice, mais c'est aussi un système interconnecté où l'énergie du Soleil alimente tout. Des éléments essentiels comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre circulent à travers la planète grâce à des processus tels que le volcanisme et la tectonique des plaques. En dehors de la Terre, les choses deviennent plus compliquées. Prenons par exemple les lunes glacées de notre système solaire. Elles pourraient avoir des océans chauds et salés sous leur surface. Mais ces lunes possèdent-elles des cycles comme ceux de la Terre? Sont-elles capables de conserver l'eau à l'état liquide ou de maintenir une atmosphère? Ces petits mondes froids, qui ne reçoivent pas beaucoup d'énergie du Soleil, n'ont aucun moyen de retenir leurs atmosphères et sont exposés au rayonnement UV et à des rayons cosmiques. Pour que la vie survive en dehors de la Terre, il faut qu'elle s'adapte à ces défis ou modifie son environnement. Mais si leur hypothèse est juste, alors peut-être que la vie ne fait pas que s'adapter à son environnement. Elle pourrait aussi en créer un de toutes pièces.